Un sujet qui touche toutes les femmes mais dont personne n'ose parler. Vous l'avez ? Aujourd'hui, on va discuter ménopause. Bouleversements hormonaux, changements physiques, impact psychologique. Cette étape de la vie suscite un nombre infini d'idées reçues et de questionnements. Mais vous allez voir, il est possible d'en parler avec beaucoup de légèreté et de sérénité. Je suis Marine Sanclemente et le point commun de tout ce que je fais dans la vie, c'est la joie et le plaisir de vivre. Mais comment prendre vraiment soin de soi pour vivre plus longtemps en bonne santé ? C'est la question que je vais poser tous les 15 jours à des experts de la santé, du sport et de la nutrition dans votre podcast préféré, la Formule Longévité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Elsa Wolinski, qui a fait de son rapport au corps et à la féminité un véritable sujet de réflexion et de partage. Avec elle, on va parler sans filtre de la ménopause et de tout ce qui nous permet de la vivre pleinement sans se laisser enfermer dans des clichés. Vous êtes prêts ? Ça commence maintenant. Bonjour Elsa, merci d'être avec nous. De rien, un plaisir. Alors, pour nos auditrices et auditeurs qui ne te connaîtraient pas encore, tu es journaliste, tu es chroniqueuse dans l'émission Bel et Bien, tu animes un podcast, Allez j'ose, et tu as aussi écrit un livre extrêmement touchant, À demain, dont on reparlera plus tard dans cet épisode. Et avant d'entrer dans le cœur de notre sujet, Elsa, j'aimerais te dire, moi je suis impressionnée par la sincérité que tu mets dans tout ce que tu fais, y compris sur des choses très intimes. Est-ce que ça a toujours été facile pour toi de te livrer comme ça à cœur ouvert ? Ou peut-être que ce n'est pas facile, mais que tu t'en sors très bien. Raconte-nous un peu. Ça dépend. Ça dépend. Alors, ça a toujours été quand même assez facile parce que... d'abord parce que ma vie, elle était déjà dans les dessins de mon père. Donc, en fait, quand on est issu d'une famille de journalistes, de dessinateurs, d'écrivains, notre vie, elle est déjà lue, entendue, écoutée, alors qu'on n'est pas né. Donc finalement, pour moi, c'était assez facile de me livrer parce que c'est ce que faisaient mes parents déjà. Maintenant, on choisit quand même ce qu'on livre. Je choisis quand même ce que je dis et comment je le dis et ce que je montre. Mais c'est vrai que j'ai une certaine facilité. Mais parce que si je suis très sincère, c'est parce que je crois que mon truc à moi, c'est de montrer que la vulnérabilité... c'est pas grave. C'est-à-dire en montrant, comme là par exemple mon hésitation, en montrant qu'on peut être fatigué, en montrant qu'on peut avoir peur, en racontant la vérité quand même. Parce que les réseaux sociaux, parce que vous parlez des réseaux sociaux, oui, parce que je montre sur les réseaux, même ou dans mon livre, parce que c'est pas mon premier livre, j'en ai écrit d'autres et c'est vrai qu'il y a toujours je me suis toujours racontée en fait, c'est vrai. Mais je crois que de montrer un peu l'envers du décor et de pas montrer que des gens qui sont forts, qui sont beaux, qui sont minces, qui sont puissants, c'est pas mal aussi. C'est déculpabilisant. Alors, il y a un sujet qui est quand même très tabou, mais toi, dont tu parles beaucoup, c'est la ménopause. Alors, aujourd'hui, la parole s'est un peu ouverte, mais pourquoi, d'après toi, c'est si difficile encore de toucher du doigt ces sujets-là ? Quel âge vous avez ? Quel âge tu as ? J'ai 29 ans. 29 ans. C'est facile de parler des règles pour toi ? Assez. Ouais. Bon, peut-être que c'est une génération aussi où c'est vous avez facile. En fait, la ménopause, j'ai pu en parler. Bon, d'abord, c'est un sujet tabou parce que c'est quand même difficile ce qui nous arrive. Il y a une chose qu'on vivra toutes. C'est qu'on vit toutes. On a nos règles un jour, puis un jour on les a plus. Voilà. Mais entre tout ça, on vit des tonnes de choses dans notre corps. Donc, en général, on a une préménopause qui commence vers, on va dire, 45 ans. De 45 à 51, là, l'âge que j'ai, notre corps, il est en ébullition permanente. Il ne sait pas trop ce qui lui arrive parce que hormonalement, il y a plein de changements. Donc, c'est vrai que c'est des moments plus ou moins difficiles dans lesquels on ne se reconnaît pas toujours. Et la ménopause est tabou parce que c'est difficile de dire ou à son amoureux, ou à son mari, ou à ses amis, j'ai plus mes règles. Parce que ça veut dire que c'est la fin de quelque chose, parce que c'est réellement la fin de quelque chose. Ça veut dire qu'on ne va plus pouvoir faire d'enfants. Moi, c'est quand même un truc qui m'a fait beaucoup de peine, de me dire, je ne peux plus me reproduire. Ça y est, ça, c'est fini. OK ? Donc, il faut se réaliser autrement, mais pas toujours simple de se réaliser autrement. Et puis après, il se passe tellement de choses dans notre corps, dans notre tête, que
que c'est pas simple. Et je crois que pour beaucoup de femmes, rien que le mot, c'est un mot qui fait peur, qui représente un truc qu'on n'a pas envie de vivre. On se dit quoi? Moi, je me suis dit que déjà, comment ça? Mais c'est pas possible. Tu avais anticipé ou mais pas du tout? Non, mais moi, j'ai rien anticipé. Je n'ai même pas anticipé d'avoir 51 ans. Je ne comprends même pas comment je suis arrivée là, comme ça, si vite. Donc non, j'avais pas du tout anticipé. Et aussi parce que peut-être la ménopause est associée beaucoup à l'idée de perte, de jeunesse, de sexualité, de libido. L'idée de plus avoir d'enfants, c'est effectivement tout d'un coup l'idée de dire bon bah elle est vieille en fait. Et comment on renverse cette perception? Regardez-moi. Regardez-moi. Non, je crois qu'on renverse avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'humour et puis une espèce de... Je pense que ça se prépare quand même. Ça se renverse pas. Alors, ça se renverse en ce moment, on en parle parce que moi j'ai sorti un podcast, mais je suis pas la première. Il y a eu déjà des femmes avant moi qui en parlaient. Michel Berniel en a fait une chanson il y a 15 ans, je pense, dans l'un de ses spectacles sur les bouffées de chaleur. Il y a déjà des femmes qui ont vraiment eu du courage de s'exprimer bien avant l'arrivée de mon podcast Allégeuse. Mais c'est vrai que plus on en parle, plus, du coup, ça permet aux femmes de se déculpabiliser. Parce qu'il y a une espèce de truc de culpabilisation. On est gêné, quoi, en fait. Alors qu'on ne doit pas être gêné. Enfin, ça fait partie de l'aventure de la vie. Même entre amis? Moi, quand j'ai commencé à dire je vais faire un podcast sur la ménopause, il y a eu un blanc. Mes amies les plus proches, qui elles-mêmes quand même avaient même souffert de la ménopause ou pouvaient en souffrir, n'avaient pas du tout envie d'en parler. Mais pas du tout. Alors que, et dès que j'ai sorti les épisodes, elles m'ont dit « Oh là là, mais c'est exactement ce que je vis. Oh, mais ce que tu racontes, mais c'est ça !» Alors qu'entre nous, on n'en avait pas parlé. Et quel conseil, justement, tu donnerais à toutes nos auditrices qui nous écoutent et qui voudraient se préparer? Alors, il y a la lecture, il y a les podcasts. Ouais. Est-ce qu'il y a des conseils purement de corps et très pratiques? Déjà, il y a quand même un truc qui se passe au moment avant de donner des conseils, il y a quand même une chose qui se passe parce que je le vis, moi. Au moment de la ménopause, et donc j'en parlais avec Christophe André hier, quand on est sujette, par exemple, moi je suis sujette à l'anxiété, à des crises d'angoisse, au moment de la préménopause ou de la ménopause, ça peut être encore plus violent. On peut avoir des passages où c'est encore plus aigu, on se pose encore plus de questions, on doute de soi-même. Donc c'est vrai que il y a toute une petite préparation. Enfin, c'est-à-dire, déjà, effectivement, en parler. En parler, ça c'est sûr, essayer d'en parler aux hommes qu'on aime, ou aux amis autour, ou à sa mère, ou à sa sœur. Et ne pas rester, en tout cas, seul dans son coin en se disant « Mais qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai un problème. » Tout de suite, essayer d'en parler, et puis d'en parler à son médecin. Et si son médecin, on sent qu'il est moyen parce qu'il y a une errance médicale, en parler à sa gynéco, ou chercher maintenant, ou écouter mon podcast, ou parce qu'il y a des experts. Mais aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de livres qui sont faits dessus. Et puis après, moi, dans les petits conseils que je peux avoir, mais j'aime pas du tout dire ça parce que je déteste les injonctions. Mais c'est vrai que moi, je fais plus de sport, je fais hyper gaffe à mon sommeil. Mais c'est des trucs à la con, hein. Je déteste dire ça. Mais quand je dors mal, et mon Dieu que j'ai pu dormir mal, ça crée un déséquilibre. Le déséquilibre, il crée l'envie du sucre. L'envie du sucre, elle est encore plus violente dans ces moments-là. Puis, moi, il y a le fait que quand même le corps change beaucoup, donc on prend du gras dans le dos, on prend plus de kilos, on prend du gras un peu partout. Donc, si on s'alimente mal, on gonfle plus. Enfin, c'est pas très réjouissant ce que je raconte, mais c'est une réalité. Alors après, tout le monde ne vit pas ça, hein. Attention. Alors, ce que tu disais qu'il y a un peu une errance médicale. Et en effet, pour préparer cette interview, j'ai regardé s'il y avait des études scientifiques, notamment pour montrer le lien entre alimentation, une alimentation qui pourrait aider vis-à-vis des symptômes de la ménopause. Et il y a très peu de choses. Est-ce que toi, l'alimentation, ça a été un outil pour essayer d'atténuer certains symptômes ou pas du tout? Le jeûne a été un outil. Mais au niveau de l'alimentation, je dirais que je me suis mise à manger... Bon, moi, c'est un cas à part, parce que moi, j'avais beaucoup de compulsions sucrées. J'ai beaucoup de compulsions sucrées. Donc, en fait, j'ai remarqué que plus je mangeais de protéines, plus ça coupait ces compulsions. Donc, les protéines... Alors, moi, je mange des protéines animales.
C'était vraiment très important pour moi. Donc, c'est vraiment manger beaucoup plus de légumes. Avant, j'ai été plus junk food, je m'en foutais un peu. Aujourd'hui, vraiment, je fais hyper attention. Je m'organise vachement à manger des légumes, de la salade, de la viande. Enfin, voilà, j'ai une vraie organisation. Alors, tu parlais du jeûne. Dans ton ouvrage À demain, tu as écrit 21 jours de bouillon pour laisser le vide m'accaparer, pour me lever dans le rien, retrouver quelqu'un que j'ai perdu sur le chemin. Cette cure de 3 semaines dont tu parles, c'est un jeûne thérapeutique. Quelle a été ton expérience donc, tu étais chez Buchinger. Quelle a été ton expérience là-bas? Quel impact ça a eu sur ton mental et ton psychique? Alors, d'abord, c'était pas mon premier séjour. J'en avais fait déjà un après l'attentat dans lequel mon père est décédé. Donc, en fait, Buchinger, c'est un peu un lieu ami, je dirais. C'est un lieu dans lequel je vais à chaque moment important de ma vie. Par exemple, je vais y aller là, et je vais y aller cette année, je vais y aller justement pour essayer de comprendre cette ménopause qui un peu me crée des tourments dans le corps. Mais à chaque époque où j'ai pu passer un moment là-bas, il y avait toujours une nouvelle histoire en fait. La première fois que j'y suis allée, je voulais maigrir. C'était tout. Voilà, je voulais maigrir en une semaine. Allez, hop. J'avais pas de réflexion plus lointaine que celle-là. Arrivée là-bas, j'ai compris qu'il se passait autre chose, évidemment, que le fait de perdre du poids. Et je pense que je suis pas la seule à le dire. Souvent, on arrive en disant, en fait, je veux mincir, et puis on repart en ayant soigné d'autres maux. La deuxième fois, lors du livre, quand j'y suis allée, là, je suis restée 21 jours, je voulais arrêter des antidépresseurs. Et j'avais besoin de passer ce long séjour pour me laver de ces médicaments-là. Donc, à chaque fois, il y a une nouvelle histoire. Et c'est vrai que cet endroit est très, très important pour moi. C'est un endroit... je vais un peu loin, d'accord? J'ose aller un peu loin. Non, on est là pour ça. Ouais. Mais parce que, par exemple, moi, je suis pas du tout croyante. Mais vraiment pas du tout. Mais il se trouve que là-bas, j'ai la foi. Je sais pas pourquoi, je peux pas vous le dire. Mais quand je suis présente là-bas, une espèce de foi que j'ai... parce qu'en fait, derrière... c'est vrai que dans ce que j'ai écrit, c'est vrai que on a du vide quand on fait un jeûne. Il y a un espèce de vide en nous. Mais ce vide, en fait, il y a un plein. On découvre le plein de nous-mêmes. Ce plein, moi, je mettais plein de couches. Et quand tout d'un coup, on enlève les couches, on découvre un peu ce qu'il y a derrière les couches, quels sont, ou les vrais traumatismes, ou le vrai amour pour soi-même. Moi, je crois que j'ai appris à m'aimer à Buchinger. En fait, je crois que c'est ça le plus joli qui m'est arrivé. C'est que c'est un lieu dans lequel... moi qui avais tendance à pas très bien me regarder, c'est un lieu dans lequel j'ai appris à me trouver jolie, à me voir avec beaucoup de tendresse. Comment tu vis ton jeûne? Tu le vis très seule ou tu fais très beaucoup seule. de choses avec les autres? Non, je parle à personne. Personne. Quand j'ai fait 21 jours, je n'ai parlé à personne. Et même, il y avait quelqu'un que je connaissais là-bas et je lui ai envoyé un petit mot en lui disant « je préférais qu'on ne se parle pas ». Oui, tu le racontes ça dans le livre, c'est très amusant pour nos auditeurs. Non, mais j'aime bien vivre ça seule. Ah non, alors, enfin, je dis seule, mais avec plein de livres. J'ai plein de livres, je regarde pas du tout de films, de trucs, de séries. C'est pas... Tu es la bonne élève de Buchinger, c'est-à-dire que tu lis, tu te déconnectes. Ouais, non, je peux pas dire que je suis la bonne élève parce que j'ai pas... Alors là, je me suis dit que j'allais faire toutes les randonnées, mais j'ai pas fait toutes les randonnées à chaque fois. Et là, j'ai compris que c'était important, qu'il fallait que mon corps bouge. Mais voilà, mais parce que j'ai appris. Voilà, j'ai appris. Par exemple, la dernière fois que je suis allée à Buchinger, il y a un jeune médecin. C'était très drôle parce que donc j'étais toujours quand même dans cet esprit de je veux faire plein de choses, mais je veux quand même mincir, mais bon. Et puis il prend je m'étais inscrite à plein de massages, plein de trucs et tout. Puis il prend mon carnet et il me dit non, ça non. Puis je le vois m'enlever mes trucs. Je me dis, mais pourquoi il m'enlève tout ça? Et je dis, mais pourquoi vous faites ça? Et il me dit, mais parce que ça sert à rien, ça. Je dis, mais comment ça sert à rien? Il dit, non, pas pour vous.
Je dis, mais si, moi, je suis sûre qu'il faut que je fasse tous ces massages, que je cours dans tous les sens et tout. Il m'a dit, qu'est-ce que vous aimez faire quand vous faites rien? Et je lui ai dit, j'aime faire du coloriage. Alors, il m'a dit, bah, faites ça. Je dis, mais qu'est-ce que le coloriage a rapport avec mon poids, en fait? Et il m'a fallu des mois pour comprendre ce qu'il m'avait dit. Que, en fait, c'est vrai qu'en faisant du coloriage ou en mettant du vide encore, en me calmant, en me ressourçant, juste en laissant l'esprit vide comme ça, et ben, il m'a fallu du temps pour comprendre que c'était le stress qui me faisait manger, que c'était le stress que c'était tout ce plein que je mettais qui faisait que j'étais comme ça et qu'après j'arrivais plus à m'organiser, qu'après j'enflais, qu'après j'étais pas bien, qu'après je pleurais. Donc en fait, ce jeune médecin qui venait d'arriver à Buchinger, je l'ai regardé extrêmement méchamment. Et après, je me suis dit, mais oui, il avait raison, il avait tellement raison. C'est amusant que tu dis ça, parce que je ne sais pas si tu as eu ce ressenti-là, mais quand on en parle autour de soi, les gens, souvent, une des premières questions, c'est « mais tu t'ennuies pas toute la journée ?» Et le côté un peu, le penchant un peu négatif de ça, de toutes ces activités, c'est qu'on peut avoir la tendance à se remplir un emploi du temps façon Club Med, quoi. Complètement. Moi, c'est pareil. La première fois, c'était 6h du matin la randonnée, puis atelier créatif, puis machin. Et le médecin m'a dit « bah non, en fait, vous allez aller vous asseoir sur un banc au bord du lac. » Et regarder le lac. Ouais. Et il y a une œuf de prunes nourries aussi dans le jardin. Et alors, j'adore. Je lui caresse le crâne. C'est un visage. C'est un visage, ouais. Je ne sais pas en quelle matière, mais... Je sais pas, mais j'adore. Je sais pas, j'ai souvent l'impression que ça va me porter chance. Je lui caresse le visage. Et alors, justement, tu vis ce jeûne très seul, alors que tu es pourtant quelqu'un sur le papier... de très communautaire. Et d'ailleurs, quand tu parles de tous ces sujets-là, tu dis l'importance de la sororité dans tous ces questionnements, que ce soit par rapport au corps ou au mental. Est-ce que tu penses que les femmes, aujourd'hui, se soutiennent vraiment? Ou il y a toujours quand même un petit... On donne le change, mais au fond, sur les vrais sujets, on n'est pas toujours là les unes pour les autres. Alors, d'abord, je voudrais revenir sur le début. Il y a plusieurs questions dans ta question. Quand je dis que je le vis seul, le jeûne, en vrai, à Buchinger, on n'est jamais seul. Il y a toujours quelqu'un qui est là, qui nous demande comment on va. On n'est pas très seul, en vrai. On est très entouré, on est très lové, en fait. Quand même, très chouchouté. Donc on n'est pas... Il n'y a pas cette vraie solitude comme ça, dans le noir, j'ai le blues, oui, je me sens seule. C'est pas comme ça. Parce qu'il faut aller à l'infirmerie à 7h le matin. Il y a les horaires et tout, donc non. On n'est pas vraiment seul. Mais sinon, au niveau de la sororité, moi, je crois. Mais peut-être parce que c'est ma génération. Donc, je pense que je suis arrivée, que ma génération a vraiment essayé de créer du lien. Parce que la génération d'avant, il n'y avait pas de sororité, parce que les femmes... Mais parce qu'il y avait moins de femmes à certains postes, donc elles étaient plus rivales. Je pense qu'aujourd'hui, on s'est beaucoup battu pour ne plus être des rivales, pour se tendre la main toutes. En tout cas, moi, en tant qu'entrepreneuse, je n'ai pu tenir debout que parce que j'avais plein de jeunes entrepreneuses qui me tendaient la main. Et c'était vraiment... On s'appelait nuit et jour, on se parlait... Je pense que moi, je crois beaucoup à... Alors, je sais que ce mot est très galvaudé, la sororité, mais c'est d'ailleurs pas que la sororité, je ne crois que en l'aide. C'est-à-dire, je pense que dans la société dans laquelle on vit, on ne peut que être engagé, on ne peut que être solidaire. Si tu n'es pas engagé ou solidaire, tu passes à côté de quelque chose. Déjà, en tant qu'humain, en tant qu'être humain. Oui, c'est ça. En fait, on a mis un mot quand même sur un concept qui est presque du bon sens. Oui. Chez moi, c'est inné. Je crois que je suis née en aimant l'humain, en aimant l'autre. Tu vois, donc, c'est très important pour moi. Tu parlais de ces jeunes entrepreneurs. Tu es entourée de beaucoup de jeunes? Ouais. Je suis entourée de beaucoup de jeunes parce que avant, je l'étais encore plus quand j'avais ma marque de vêtements. Là, je l'ai plus, mais parce que les jeunes m'intéressent beaucoup. Par exemple, il y a une fille sur les réseaux là. Je m'intéresse beaucoup aux jeunes femmes engagées. Donc, je suis très très curieuse de tout ce qui se fait. Je regarde. Les youtubeurs, je Squeezie, tous. Je regarde tout ce qui se fait. Vraiment. Et sur le fait de vieillir,
Quel est toi ton rapport avec le fait de vieillir? Moi, mon rapport, il est très, très, très honnête. C'est-à-dire, je suis d'accord avec tout ce que raconte Sophie Fontanelle, les cheveux blancs, les rides, sauf que d'accord, mais pas moi. Donc, en fait, je suis très honnête. Non, mais c'est-à-dire, j'ai un rapport conflictuel avec le temps qui passe. Déjà, j'arrive pas à me dire que j'ai 51 ans. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué de se dire que le temps passe si vite. Et en même temps, je suis à un âge assez merveilleux. Parce que je suis à un âge où on a eu plein d'expériences de vie, on a compris plein de choses, on s'est pris beaucoup de portes, on a souffert, on a ri. Moi, j'ai eu 2 maris, j'ai 2 enfants formidables. Donc, c'est vrai qu'ils sont encore à la maison. Donc, je suis pas encore avec... je suis pas dans la ménopause et la liberté. J'ai plus d'enfants à la maison. Devoirs de maman. Ouais, j'ai des devoirs de maman et je suis très... Ça me rassure beaucoup, ce petit passage-là, parce que j'adore être maman. Donc, peut-être que si on se retrouve dans 4 ans, quand mes 2, là, il y en a une qui passe le bac et l'autre qui passe en seconde, quand la dernière aura passé le bac et sera partie, bon, voilà, ça sera peut-être une autre histoire. Mais voilà, le temps qui passe, c'est pas facile. Je peux pas dire que c'est simple. C'est pas facile. Je regardais mon ventre, voilà, la peau plisse. C'est pas les bourrelets, c'est pas les kilos, c'est le temps qui passe. Voilà, ça se voit. Donc il faut. Ou après, j'ai pas envie de passer ma vie. Il y a un truc que j'ai compris avec le temps qui passe, il faut pas être trop sur son nombril. Et moi, je l'ai un peu déplacé comme ça, ce problème-là. C'est-à-dire, si je suis que sur moi, si je passe ma vie à faire des soins, d'abord, il faut de l'argent, il faut du temps. Moi, j'ai ni l'un ni l'autre. J'ai pas envie de passer toute ma vie sur moi-même. Donc, tu vois, justement, quand on parlait de la sororité, en fait, c'est ça, c'est aussi déplacer le souci et s'intéresser aux autres. Et avec tout ce qui se passe dans le monde, le temps qui passe, en fait, pas si important que ça. Alors là, c'est la femme de 29 ans qui parle, mais souvent, on est un peu attaqué de faire du jeunisme. Moi, j'ai pas l'impression que ma génération fait du jeunisme. Comment tu le ressens, toi? Comme moi, je travaille beaucoup avec des jeunes, je le ressens pas. Mais si c'est pas vous qui faites du jeunisme, c'est la société qui fait du jeunisme, en fait. C'est les médias qui font du jeunisme, c'est la télé, c'est la publicité qui fait du jeunisme. Et si, je veux dire, on voit pas... tu prends le Elle, tu prends le Vogue... on va avoir... Oui, alors le Vogue a fait une couverture avec une femme qui avait des rides. Ouh là là, dingue! Le Elle a fait poser Sophie Fontanelle nue avec ses cheveux blancs. Waouh! Bon, mais sinon, non. On a des filles... En plus, on a dit à un moment qu'il y avait quand même eu des progrès de fait, mais c'est pas vrai. Les mannequins très maigres reviennent, les filles très jeunes sont de retour. Non, le patriarcat, la société fait que le jeunisme existe et qu'on n'a pas envie de voir des femmes de plus de 50 ans... Je sais pas, ça fait peut-être moins vendre. Moi, je crois pas, hein, mais en tout cas, on les voit, on n'en voit pas beaucoup. C'est une vraie question. Il faudrait demander à Vogue, par exemple, le nombre de ventes ou le des éditions. Non, mais même la publicité. Enfin, je veux dire, on voit pas beaucoup de femmes. Ou alors, elles ont des rôles très définis, c'est-à-dire, c'est la maman ou la grand-mère, quoi. À plus de 50 ans, maintenant, on est des grand-mères. Mais regarde, moi, j'ai pas la même tête que ma grand-mère. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a le 50 ans, c'est le 40 ans d'avant. Peut-être que ça va arriver un peu plus tard. Là, je rentre des États-Unis et c'est vrai que... Alors, il y a eu le Menopause Talk d'Oprah. Il y a eu Naomi Watts qui a fait cette marque Stripes. Et du coup, j'ai eu l'impression cette fois-ci que la ménopause, même dans les mini-bars de certains hôtels, il y a les produits... pour le bien-être intime des femmes. Mais on en est très loin en France. Hein. Ouais. Quand même, en France, il y a eu une mode. Il y a quelques mois. Alors là, on était à fond tous sur la ménopause. Tous les journaux en parlaient. C'est bien redescendu quand même. C'est un peu... les femmes ont peur d'en parler. Aux États-Unis, elles sont beaucoup plus modernes là-dessus. Alors, est-ce qu'il y a... l'épisode touche bientôt à sa fin. Est-ce qu'il y a
une idée reçue ou vraiment un cliché que tu aimerais déconstruire sur la ménopause? Qu'on en finisse, la chose que tu ne veux plus entendre. Que la femme, que c'est la fin. Qu'on dise parce que c'est pas la fin. C'est justement le début de quelque chose. En fait, il y a pas longtemps, quand je suis allée chez la gynéco, on a fait une échographie et je me disais, je regardais l'écran et je me suis dit, à chaque fois que j'ai regardé l'écran, c'est parce qu'il y avait un bébé. Et vraiment, ça m'a fait quelque chose, rien que de le dire, ça m'émeut. Et en fait, je me suis dit, ok, bon, ce vide-là, qui est quand même un vide, qui est quand même voilà, maintenant, tu peux plus procréer. T'as atteint un certain âge, on te dit que voilà, tu fais partie de ces femmes à qui on dit, parce que si on est dans des bureaux quand même, on peut leur dire salut. Enfin, on les pousse un peu dehors, hein, c'est une réalité quand même. À partir de 45 ans, on te fait comprendre que tu étais un peu à jeter. Donc moi, je crois que tout ça, c'est une nouvelle. C'est le début de quoi? C'est le début d'une nouvelle création, en fait. Tu vois, d'une création même de soi-même. On se crée quelqu'un de nouveau. On est en train de changer. C'est comme une crise d'adolescence. Moi, je me suis rendu compte, dans un moment où j'étais vraiment au pire de ma ménopause, je me disais, mais qui suis-je? Où vais-je? Comme si j'avais 14 ans. J'étais complètement larguée. Mais parce que moi, j'ai les 77 symptômes. Hein, en vrai. Tout le monde n'a pas ce que j'ai. Moi, j'ai eu tout. Moi, j'ai le package total. Sauf la sécheresse vaginale. Ah bah, je ne l'ai pas. Est-ce que c'est pas le plus important je sais pas, je couche pas beaucoup. Mais je pourrais te dire qu'en même temps, si je couchais, je pense que ça serait pas mal. Non, mais c'est vrai que c'est le seul truc que j'ai pas. Mais non, mais je crois que c'est ça que je dirais aux femmes, c'est que c'est pas du tout la fin. C'est le début et c'est le début d'une autre aventure, d'une autre histoire. Donc après, cette histoire, elle est différente. Pour s'il y a encore des enfants à la maison, ou si on n'a plus, si on a de l'argent ou si on n'en a pas. Parce que là, quand même, effectivement, si on vit en banlieue, qu'on a 6 enfants, la ménopause, en fait, on s'en fout, on n'a pas le temps. Donc, il y a quand même aussi une histoire c'est culturel et sociétal, cette histoire de ménopause. Elsa, avant de te quitter, j'aimerais qu'on passe aux questions signatures de la formule longévité, auxquelles je vais te demander de répondre aussi instinctivement que possible. Pas obligée d'être concise, mais instinctive. Ouais. Si tu pouvais remonter le temps et revivre une année de ta vie, quel âge choisirais-tu? Honnêtement, si quand même, je revivrais... Non, ce que j'allais dire, honnêtement, je crois que je suis... Alors que pourtant, j'ai plutôt tendance à dire que je suis pas très heureuse en ce moment. Je crois que j'adore ce moment que je vis là, de cette cinquantaine épanouie, de création. Donc... Mais quand même, je revivrais mes enfants petites. Parce que ça me manque. Est-ce que c'est important pour toi de vivre longtemps? Non, je m'en fous complètement de vivre longtemps. Ce que je voudrais, c'est voir mes petits-enfants. C'est réussir à quand même voir mes enfants s'accomplir et me dire que j'ai... C'est pas laisser une trace, mais que j'ai rendu heureux, que j'ai donné une force et une joie dans cette famille. Que tu as transmis des valeurs? Que j'ai transmis des valeurs, ouais, d'engagement. Mais déjà, je les ai vues. La dernière fois, je suis sortie avec ma fille et je me suis rendu compte qu'elle disait bonjour et merci à tout le monde, même au monsieur qui tenait quand on rentre dans les magasins. Enfin, elle voyait ce que les autres ne voient pas et je me suis dit, j'ai réussi. J'ai réussi ce que je voulais faire. Donc en fait, voilà. Mais je voudrais pas mourir demain parce que j'ai encore beaucoup de choses à accomplir. Et enfin, quelle est ta formule longévité à toi pour une vie aussi épanouie et sereine que possible? Alors j'aurais tendance à dire faire l'amour, mais c'est pas mon cas. Mais du coup, pas trop en ce moment. Mais je pense qu'aimer et être aimé, ça doit être très doux et très bon. Ce qui n'est pas mon cas. Donc c'est pas ma formule longévité à moi. Mais je tends à ça. J'aimerais beaucoup être aimée et aimée parce que je pense que je pense ça doit être doux de vivre en étant aimé. Mais sinon, je dirais quand même le rire. Moi, le rire de mes amis, la joie, le rire de mes enfants. Moi, je vais en boîte de nuit, je sors avec ma meilleure amie, on danse, on ricane comme des enfants. Et je crois que c'est ces moments-là qui permettent que tout glisse ensuite.
C'est la crise d'ado, tu l'as dit. Est-ce que tu fais le mur? C'est ça la question. Est-ce que Ouais, tu mens je fais à le tes mur. filles pour sortir? Ouais, non, mais je peux mentir à mes filles. Merci beaucoup, Elsa, pour ton témoignage. De Où est-ce rien. que nos auditrices auditeurs peuvent te retrouver s'ils veulent Elles voir ce peuvent que me tu retrouver fais? sur le podcast Allégiose, qui est partout sur toutes les plateformes. Elles peuvent me retrouver tous les samedis matins dans l'émission Bel et Bien, qui est une émission de développement personnel, de bien-être. Et voilà. Merci. Et sur les réseaux, sur Wolinskiki, sur Instagram. À très bientôt. À très bientôt, merci. Quant à vous, chères auditrices et auditeurs, je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté ce nouvel épisode de la Formule Longévité. J'espère que vous avez appris plein de choses et que vous aurez envie d'aller encore plus loin. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur toutes vos plateformes d'écoute préférées et à le partager autour de vous, à vos amis, à vos parents. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais pour nous, ça compte beaucoup. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Ciao!